Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Je voudrais dire en préambule un petit mot sur Europe Direct, Luberon-Durance. Europe Direct, c'est un label qui nous a été attribué par la Commission européenne, qui fait de nous un relais officiel de la Commission européenne. Voilà, nous avons pour ambition de rapprocher les citoyens de l'Union européenne via différents biais. Donc, nous organisons diverses manifestations, que ce soit des expositions, des conférences comme celle de ce soir, mais aussi des ateliers participatifs où on fait remonter les préoccupations des citoyens européens à la Commission. On intervient également dans des écoles, auprès de scolaires, etc. Donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Maurice Guyader, qui est professeur associé à l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Maurice Guyader est spécialiste des questions d'élargissement et des questions de relations extérieures de l'Union européenne. Voilà, donc merci à beaucoup, Monsieur Guyader, d'être ici parmi nous pour cette conférence. Juste un petit mot sur l'articulation de la conférence. Vous pourrez poser toutes vos questions durant la conférence sur le chat et Maurice Guyader y répondra à la fin de la conférence. Mais vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et il y aura un temps, à la fin de la conférence, il y aura un temps de questions-réponses. Voilà. Je vous remercie et je laisse la parole à Monsieur Guyader. Merci. Bon, bonjour Claire, bonjour mesdames et messieurs. Claire, je vous remercie de m'avoir invité pour cette conférence qui m'intéresse tout particulièrement. Je remercie aussi le CBE Sud Luberon de m'avoir invité. Alors, mon propos ce soir est de vous parler des relations entre la Turquie et l'Union européenne, qui sont des relations, je qualifierais de particulièrement complexes si on se place sur la durée. D'abord, je voudrais préciser un point. Je n'ai pas l'intention de vous faire une présentation sur le portrait du président actuel de la Turquie ou de toutes les questions à connotation purement politique que l'on voit actuellement tous les jours dans la presse. Loin de moi de vous dire que cette idée ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas mon propos. Je voudrais essayer de me replacer un peu dans la durée et de voir comment les relations entre l'Union européenne et la Turquie ont évolué depuis un certain nombre d'années et quelles sont les perspectives éventuelles à moyen et long terme pour ces relations, tout en prenant en compte, bien entendu, l'acquis le plus récent et toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur cette question. Voilà. Alors, cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne ou les questions des relations entre l'Union européenne et la Turquie, disons, occupent notre temps depuis déjà un certain temps. Je pense que pour avoir une bonne perspective sur ces relations bilatérales, il faut remonter déjà à une période un petit peu ancienne, pratiquement à la chute de l'Empire ottoman, et aborder successivement 4 périodes différentes de cette histoire qui nous permettent de nous retracer dans cette perspective et de voir comment nous avons évolué depuis lors. Alors, la première période, c'est celle qui nous sépare, disons, du traité de Lausanne et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la période d'Atatürk, globalement, et de la consolidation d'un État moderne en Turquie. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à plus ou moins la chute du mur de Berlin, ce n'est pas exactement 89, c'est un petit peu avant, un petit peu après, on a l'intégration de la Turquie dans le monde occidental, avec des hauts, des bas, une constante sur un cap à l'ouest, si je puis dire, mais aussi des difficultés. À partir de cette période, autour de plus ou moins 89, et quand je dis plus ou moins, c'est un petit peu avant et un petit peu après, jusqu'à la période 2013-2016, nous avons une Turquie qui
qui s'intègre au point que l'on a envisagé très fortement l'adhésion de ce pays à l'Union européenne, processus qui a fortement avancé, qui n'est pas clos, je vous rappelle, puisque nous négocions toujours officiellement avec la Turquie dans cette perspective. Est-ce qu'elle arrivera? C'est une autre affaire maintenant, mais je crois que nous en sommes là. Depuis 2013-2016, nous assistons à une troisième période qui est un basculement avec une cassure très nette dans nos relations bilatérales, aussi bien du côté de l'Union européenne que du côté de la Turquie, avec une nouvelle perspective qui est imprimée par le président Erdogan. Et alors, nous essayons de voir, en liste de conclusion, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que l'on peut faire avec la Turquie dans des relations, disons, un peu conflictuelles, bilatérales, un peu complexes. Alors, d'abord, premier point, l'établissement de la Turquie moderne, je crois qu'on peut employer ce mot, en comparaison de l'Empire ottoman précédent. La première période, je vous l'ai dit, commence avec la République d'Atatürk. Vous savez que la Turquie a été impliquée dans la Première Guerre mondiale du côté des empires centraux, qu'elle a été finalement vaincue, mais après avoir combattu très vivement. Et d'ailleurs, les réminiscences des troupes françaises, australiennes, néo-zélandaises, anglaises dans les combats des Dardanelles sont là pour le prouver. Bon, résultat, la Turquie a été défaite et nous avons imposé des clauses lors du traité de Sèvres qui ont été particulièrement dures pour l'Empire ottoman, qui a été réduit à même pas toute l'Asie mineure. Alors, il y a eu une période de flottement et très rapidement, les Turcs ont repris le dessous avec le désengagement un petit peu des Anglais et des Français et ont vaincu l'armée grecque, qui aboutit au traité de Lausanne de 1923, qui, on peut dire, est la date de naissance d'une Turquie moderne. Alors, selon des conceptions, disons, de la période de l'entre-deux-guerres, avec un État plutôt directif, si je puis dire, mais en rupture de banc avec l'Empire ottoman précédent. À cette époque, issu du traité de Lausanne, on peut analyser la Turquie comme un État en voie de modernisation issu du couple franco-allemand, si je puis dire, avec un héritage français, un héritage allemand. Héritage allemand, l'armée turque était encadrée par les Allemands, les chemins de fer turcs ont été financés par les Allemands. On voit déjà les prémices d'une émigration turque vers l'Allemagne, française aussi, sur le plan culturel, sur le plan juridique, sur le plan culturel, avec l'héritage du lycée Galatasaray, par exemple, ou de toutes les congrégations qui ont essaimé la culture française en Turquie, et aussi française avec le droit, l'impact du droit, puisque le code turc est issu du code suisse, qui lui-même est issu du code Napoléon. Donc, un État qui se crée avec deux parrainages, selon les principes de l'époque, c'est-à-dire des principes qui sont hérités aussi du fascisme italien ou de l'Union soviétique, le principe des 6 flèches d'Atatürk. Mais cela se fait au pas de charge, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a un État moderne et laïque qui se crée. On abandonne l'alphabet traditionnel pour adopter l'alphabet latin. Les femmes ont le droit de vote plus d'une bonne dizaine d'années avant les femmes françaises. Des principes très, très modernes pour l'époque, mais qui se font peut-être contre sans doute une majorité effective du peuple turc. Si vous voulez, l'aile moderniste en Turquie, je pense, ne représente pas la majorité du peuple turc, mais c'est la majorité, bien entendu, la minorité la plus allante dans cette population. Alors, on arrive là, au moment de la mort d'Atatürk, et puis du passage de témoin à Ismail Inonu, son successeur, qui était compagnon pendant les guerres postérieures à la guerre de 1914.
Alors, Inonu a la très bonne idée, si je puis dire, de rester neutre pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie n'est pas intervenue, il y a bien eu quelques bavures sur le droit des minorités, par exemple, sur les Juifs, mais enfin, grosso modo, la Turquie est passée à travers. Elle est restée neutre et au début, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu la bonne idée de basculer dans le camp des vainqueurs. Donc, sans avoir fait la guerre, ils ont été dans le camp des vainqueurs. On a ainsi intégré la Turquie dans le monde occidental. Et ça s'est passé relativement bien sur un plan extérieur pendant longtemps. La Turquie essaie d'instaurer un pluralisme, alors que précédemment, c'était un système monolithique qui était resté. La Turquie s'intègre dans toutes les grandes institutions multilatérales, que ce soit l'ONU, l'OTAN, le FMI, la Banque mondiale, etc. C'est-à-dire la Turquie est tout à fait partie prenante sur un plan extérieur aux différentes tentatives du monde occidental, avec l'influence des États-Unis par derrière, si je peux dire. Par contre, sur un plan intérieur, on assiste à une évolution assez chaotique. Il y a eu une succession de coups d'État, en gros un coup d'État tous les 10 ans, et quelquefois des coups d'État qui ont été durs. Il y en a un qui a abouti à l'exécution de l'ancien Premier ministre Menderes. Donc, quelque chose d'un peu compliqué sur un plan intérieur. Il y a parallèlement une évolution socio-économique très rapide avec un accroissement de la démographie turque qui part en flèche à cette époque, un rajeunissement du pays qui est très fort. Et la Turquie apparaît comme un des piliers du camp occidental, si je puis dire, puisqu'elle est au cœur de la guerre froide. D'abord, dans l'OTAN, l'armée turque, c'est la deuxième armée après l'armée des États-Unis, donc une force non négligeable sur le flanc sud de l'OTAN face à l'Union soviétique. Et ce point, je pense, explique beaucoup de choses là-dessus. Cette action des États-Unis sur la Turquie qui a été toujours constante dans un sens qui nous a amené à nous rapprocher de la Turquie. Par exemple, au moment de la crise des fusées de Cuba, eh ben, le deal entre Khrouchtchev et Kennedy, ça a été les fusées russes à Cuba contre disons, les missiles américains en Turquie. Donc, quelque chose qui était assez compliqué. On se replace à cette époque. En 1963, si vous voyez, 1963, ça fait beaucoup plus d'un demi-siècle. L'Union européenne, c'est-à-dire la communauté européenne à l'époque, signe son premier accord d'association avec la Turquie en même temps qu'avec la Grèce. Et c'était pratiquement le même texte d'accord qu'il y a eu avec la Grèce que l'on a eu avec la Turquie. Donc quelque chose de très important. Et d'ailleurs, si je me réfère à un discours qui a été prononcé par Walter Hallstein, à l'époque, Walter Hallstein était le président de la Commission européenne et il a très clairement dit que c'était le premier pas d'une possible adhésion de la Turquie à l'Union européenne en 1963. Alors, voyez où on en était. C'était de la perspective à long terme, mais ça fait quand même plus d'un demi-siècle. Donc, voir où nous en sommes maintenant là-dessus. Alors, cette période est caractérisée, comme je vous l'ai dit, par des mouvements assez violents. La Turquie n'est pas un pays facile, quoi. Sur le plan intérieur, il y a eu des périodes extrêmement difficiles. Il y a déjà à cette époque un décollage de l'extrême droite turque qui s'enflamme, si je puis dire, et puis met un peu le fou aux poudres. Il y a beaucoup d'attentats, des violences. La question kurde commence à apparaître. Elle existait depuis un certain temps. Je vous rappelle que la question kurde a toujours dû être traitée un peu en parallèle avec la question arménienne, puisque ces deux questions qui existaient auparavant avaient nettement surgi pendant la guerre de 1914-1918-19, étant donné que
les Turcs ont sollicité les Kurdes pour faire la répression des Arméniens, pour occasionner le massacre des Arméniens. Et à la fin de la guerre, lors du traité de Sèvres, les puissances occidentales, les Britanniques et les Français, avaient voulu et souhaité et obtenu qu'il y ait un État arménien qui se crée. Et d'un autre côté, il était question d'une autonomie pour les Kurdes et qui n'est jamais apparue. Donc, des questions complexes qui existent tout au long de cette époque et que l'on traînera pratiquement sur toute la période. Je vous signale aussi que c'est pendant cette période qu'en 1974, à la suite d'une tentative de l'extrême droite grecque de réaliser les Gnosis à Chypre, il y a eu un début de guerre entre la Grèce et la Turquie qui a abouti à l'invasion de l'île de Chypre par l'armée turque et à l'occupation sur une base légale au départ, mais qui s'est transformée par la suite de pratiquement le tiers de la République de Chypre par l'armée turque, et on en est toujours au même point. Donc, quelque chose d'assez compliqué. Alors, si je passe maintenant à la deuxième période, 1983-1989, c'est le début d'un rapprochement entre la Turquie et l'Union européenne, je vous dis dans le contexte que l'on connaît. Ce début de rapprochement, il faut se référer à un personnage qui a un petit peu disparu des écrans actuellement, et je trouve que c'est dommage, c'est Turgut Özal. Turgut Özal était un premier ministre turc d'origine partiellement kurde qui a obtenu le pouvoir en 1982-83 à la suite d'élections libres. C'était un libéral de centre-droit, mais qui était d'origine kurde et qui avait comme, disons, orientation l'intégration de la Turquie dans l'Europe. Il y a d'ailleurs un livre qu'il a publié en français à cette époque, qui date de, je crois, de 1987, qui s'intitulait « La Turquie en Europe » et qui a un plaidoyer en faveur d'une intégration de la Turquie en Europe. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut replacer ça dans un contexte plus large des relations de la guerre froide. Nous sommes avant 89. L'idée d'une candidature turque est portée, au moins dans les chancelleries, dans le monde occidental. Les Américains voient très bien que la Turquie puisse intégrer la communauté européenne. C'est le programme de Madeleine Albright qu'elle dit partout. Nous en sommes là, et à ce niveau, il n'y a pas vraiment d'objection dans l'opinion publique turque. Ils ont tellement de problèmes internes qu'il y a pas de bruit. Et dans les pays occidentaux, bon, à part la France, qui a toujours eu quelques sentiments peut-être pas très philo-turcs, à cette époque, on traite cette question de manière positive. En 1989, vous savez, c'est la chute du mur de Berlin, avec toutes les conséquences qu'il y a en Europe occidentale, centrale et orientale. C'est notre grande affaire du siècle, la fin de l'Union soviétique en 1991 et la fin de la parenthèse communiste qui a duré 3/4 de siècle. Et de savoir ce que l'on va faire avec l'Europe centrale et orientale. En gros, la théorie, c'était, vous voyez, ces pays qui ont été coupés de nous pendant un demi-siècle de communisme, on va pouvoir leur apporter à la fois la démocratie libérale, c'est-à-dire la liberté, et la démocratie économique, le libéralisme économique. Alors, à l'époque, il était courant de penser que dans les pays d'Europe de l'Ouest, que nous allions apporter surtout la démocratie politique à ces pays qui attendaient que cela depuis très longtemps. Que ça serait un petit peu plus difficile sur le plan économique
par ce dilemme. En fait, lorsqu'on regarde maintenant avec le recul d'une trentaine d'années, on se rend compte que sur un plan économique, ils ont réussi quand même plus ou moins leur intégration, puisque si on va dans les pays d'Europe centrale et orientale, on se rend compte que par rapport à ce qu'il y avait à la fin des années 80, c'est la nuit et le jour. Il y a des résultats assez exceptionnels. Par contre, sur un plan politique, nous assistons à l'émergence de certain nombre de difficultés qui n'étaient peut-être pas envisagées au point que nous devons les connaître à l'heure actuelle. Alors, pendant cette de relancer le processus, il se met dans le processus, et parmi les pays candidats, on avait 12 pays d'Europe centrale et orientale, y compris Malte et Chypre, qui sont les deux petites îles de Méditerranée, plus la Turquie, qui était candidate depuis très longtemps, et qui se dit, pourquoi pas moi? Alors, je dois vous dire une chose. À cette époque, l'Union européenne a élaboré des critères d'adhésion à l'Union, qui étaient ce qu'on appelait les critères de Copenhague, et qui étaient des critères qui avaient été pensés pour les pays d'Europe centrale et orientale. C'était fait pour des petits pays, en général, sauf la Pologne, mais les autres étaient tous des petits pays qui devaient franchir un pas très important en matière politique, comme je vous l'ai dit, et aussi en matière d'administration économique pour adopter les canons d'une économie libérale. Ça n'avait pas été vraiment pensé pour la Turquie, qui était toujours restée dans le camp libéral et qui, dans la démocratie, allait vaille que vaille. Mais on a mis la Turquie dans ce processus avec les, Bon, alors excusez-moi, mesdames et messieurs, je crois que nous avons été interrompus. Alors je vais essayer de reprendre mon exposé au point où j'en étais. Je vous dis, j'étais dans la période 98-02 où des différents gouvernements de centre-gauche se sont succédés, laïcs de centre-gauche se sont succédés en Turquie. À l'époque, je vous ferai remarquer la personnalité d'un homme comme Kemal Dervish, qui était un Turc, qui était fonctionnaire à la Banque mondiale, une personnalité assez exceptionnelle que l'on aurait dû peut-être encourager et pousser plutôt qu'avoir eu l'évolution que nous avons eue par la suite. En 2002, victoire de l'AKP. L'AKP, j'y reviendrai par la suite, c'est un gouvernement, comme il s'est présenté dans un premier temps, islamo-conservateur par similitude avec la démocratie chrétienne. Erdogan, première manière, bon, c'était un petit peu différent de nos canaux habituels, mais nous n'avons pas disons, porté une attention suffisante peut-être à ce moment-là, à ce début d'évolution. Surtout que cette époque, 2004-2007, la Turquie était en grande mutation interne avec l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale. Chypre avait été candidat et on avait, disons, une demande très pressante de la Grèce d'admettre Chypre en même temps que les pays d'Europe centrale et orientale, même si ça pouvait poser un problème dans la perspective d'une négociation avec la Turquie. Alors, à cette époque, nous l'avons vu à Bruxelles, on a insisté sur le respect des critères de Copenhague, le critère politique, le critère économique, le critère administratif avec la reprise de ce qu'on appelait l'acquis communautaire. On n'a pratiquement jamais mentionné la laïcité ou de manière très, très faible. Alors que je crois qu'avec la Turquie, ça aurait été une question à soulever très fortement parce que intégrer éventuellement un jour une grande Turquie laïque comme soit Atatürk, à voir,
Mais intégrer une Turquie franchement différente, comme on a peut-être à l'heure actuelle, c'est quelque chose de point important. En disant qu'à Bruxelles, ce qui prévalait, c'était peut-être une décroissance du pouvoir de l'armée. On ne voulait pas intégrer un système qui était hérité du système d'Atatürk de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire indirectement avec un esprit presque mussolinien, si je puis dire. Mais bon, on en était là, on a balancé là-dessus, et je crois que c'était une des fautes que l'on paye maintenant très, très cher. Alors, on a continué nos négociations qui venaient d'être ouvertes avec la Turquie, et en 2013, on avait ouvert 14 chapitres de négociations sur 35. Il y en avait un qui était déjà fermé. C'était quelque chose de très important. Disons, la Turquie était en voie d'adhésion. Alors, maintenant, avant de poursuivre et de voir le basculement de la période suivante, je voudrais essayer de faire le point sur cette candidature turque à l'Union européenne. Pourquoi la Turquie? Alors, je crois qu'il y a des aspects politiques et des aspects économiques qui doivent être pris en compte dans cette évolution. Sur un plan politique, nous avons à côté de chez nous un très grand pays, de l'ordre de 80 millions d'habitants, qui a une certaine continuité dans sa politique extérieure, puisque les Turcs ont toujours, à ma connaissance, depuis que la construction européenne existe, souhaité intégrer la construction communautaire. C'était quand même quelque chose d'important à prendre en considération. Cette population, non seulement elle est nombreuse, mais elle est jeune. Elle est jeune, ce qui veut dire dynamisme économique. Il y a des migrations qui sont fortes de la Turquie vers l'Allemagne. Par exemple, à l'heure actuelle, il y a plusieurs députés allemands au Parlement européen qui sont d'origine turque. Dans une population européenne vieillissante, parce que l'Italie est vieillissante, l'Espagne est vieillissante, les pays d'Europe centrale sont vieillissants. Les seuls qui sont un peu moins vieillissants, c'est l'Irlande, la France et puis le Royaume-Uni jusqu'à une période très récente. La Suède, peut-être, est point final. Donc, ça pouvait être intéressant. À cette époque, on avait un État musulman, un grand État musulman, mais laïque, officiellement laïque, et être capable d'intégrer un grand État musulman, mais laïque, c'était peut-être une opportunité à saisir, que nous n'avons pas su saisir. Politiquement, la Turquie était importante. Je vous dis, c'était la deuxième armée de l'OTAN. Pour les Américains, c'était sur le flanc sud, dans un premier temps, face à l'Union soviétique, maintenant face à la Russie. C'était important. Je vous rappelle que pendant la guerre de Corée, il y a eu des bataillons turcs qui sont battus dans les forces de l'ONU. Donc, quelque chose de très important. Aussi, un autre aspect, c'est un couloir énergétique. La Turquie n'a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est un couloir pour tous les gazoducs et les oléoducs qui viennent du Caucase, du Moyen-Orient et tout. Presque tous passent par la Turquie, enfin pas presque tous, mais beaucoup passent par la Turquie, surtout vers l'Europe du Sud. Il y a des problèmes aussi d'approvisionnement en eau, mais alors dans un sens plutôt nord-sud, avec le Tigre et l'Euphrate. Donc, sur le plan couloir énergétique, quelque chose d'important. Par contre, la Turquie, sur un plan politique, avec ses voisins, a des problèmes. Je ne vous le cache pas. La Turquie a des problèmes avec la Russie depuis toujours. Vous avez d'un côté un État qui va avoir l'accès aux mers chaudes, l'Empire russe ou soviétique, appelez-le comme vous voulez, via les détroits, et de l'autre côté, un État qui pense qu'à s'étendre en Asie mineure, dans le Caucase, éventuellement dans les Balkans. Donc, un problème avec les Russes. Les Turcs, on ne peut pas dire, même si actuellement ils prétendent être des leaders du monde sunnite, pas dire que les Turcs soient très proches des Arabes. Les Arabes étaient dans l'Empire turc autrefois. Et maintenant, je ne suis pas sûr que les relations soient parfaites avec l'ensemble du monde arabe.
Bon, des problèmes avec les voisins, mais il y en a eu dans les Balkans, puisque la plupart des États balkaniques ont obtenu leur indépendance de la Turquie. Il y en a dans le Caucase, puisque pendant la guerre de 14, les Arméniens, qui étaient normalement citoyens turcs, pour la Turquie, s'il y a eu les massacres qu'on a de 1915, c'est parce que les Turcs pensaient que les Arméniens risquaient de passer avec les Russes très, très rapidement. Vous avez aussi des difficultés en mer Méditerranée. Chypre, on voit la situation de Chypre. Chypre est partagée en deux. Il y a beaucoup d'îles grecques à la suite du traité de Lausanne, qui sont très, comme Kos par exemple, qui sont très proches des côtes turques, avec les zones maritimes subséquentes. Donc, des problèmes avec pratiquement tous les voisins. Par contre, je vous l'ai dit, une opinion publique turque qui est très favorable à une adhésion. Dans l'Union européenne, c'est variable. Il y a des pays comme la France ou l'Autriche qui sont plutôt contre, pour ne pas dire radicalement contre. Par contre, d'autres pays ne sont pas opposés. Bizarrement, la Hongrie, qui a connu l'invasion turque, la Bulgarie aussi, qui a connu l'invasion turque, ne sont pas opposés. Mais enfin, disons, les poids lourds sont un petit peu réticents. Alors, voilà ce qui est de l'aspect politique. L'aspect économique est loin d'être négligeable. Pendant toute la période qui va de 1945 à, disons, au début du XXIe siècle, il y a eu beaucoup de stop and go dans l'économie turque, mais il y a eu quand même un décollage avec la croissance démographique et tout, il y a un décollage certain, par contre, des écarts régionaux. La situation n'est pas la même, disons, ce qui est jusqu'à côté de la Thrace orientale ou de la côte égéenne de la Turquie et des confins, disons, avec l'Iran vers le lac de Van et autres, donc des écarts régionaux très importants. Et la Turquie dispose d'un potentiel agricole très important, tout à fait significatif, avec une agriculture d'une part qui est de grandes exploitations sur le plateau anatolien et aussi des petites entités qui sont tout à fait importantes dans certaines niches, les fruits secs, tout ce que vous pouvez imaginer. Sur le plan énergétique, je vous l'ai dit, la Turquie regarde sur le potentiel qui existe en Méditerranée. Elle est un pays de transfert, mais il n'y a pas beaucoup de ressources. L'industrie s'est développée, que ce soit Istanbul, à Brousse, dans l'électronique, en automobile, dans beaucoup de domaines, on assiste à la naissance d'une industrie turque très performante. En matière touristique, bon, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont partis faire un petit tour en Turquie et qui n'ont pas regretté. Il y a un équipement qui est moderne, qui est intéressant. Il y a du tourisme de masse et du tourisme culturel, que ce soit en Cappadoce ou sur la côte, vous avez quand même quelque chose d'assez exceptionnel, des ruines grecques assez exceptionnelles. En matière de services, la Turquie se développe. Vous voyez, actuellement, on essaie de transformer Istanbul en hub aérien. Donc, pendant toute cette période, surtout au début du XXIe siècle, on a assisté à une croissance forte de l'économie turque, c'est-à-dire la première décennie Erdogan, encouragée, facilitée par tous les investissements occidentaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, jusqu'en 2013-2016. 2013-2016, on assiste à une cassure dans les relations bilatérales entre l'Union européenne et la Turquie, et qui nous amène à la situation que l'on connaît à l'heure actuelle. Bon, disons, je crois que cette cassure a des origines des deux côtés. D'un côté, un pouvoir qui est islamique, je ne sais pas s'il est islamique, il est opportuniste, certainement très opportuniste, en Turquie, qui est devenu de plus en plus dur. Et de l'autre côté, une Union européenne qui, je pense, fondamentalement avait peur ou n'avait pas envie d'avoir la Turquie dans l'Union européenne, parce que laisser traîner des négociations pendant un demi-siècle, je pense que la partie turque a compris qu'on n'était pas très, très enthousiaste pour les avoir chez nous. Donc, à ce moment-là, un durcissement bilatéral, et surtout en Turquie.
la Turquie est confrontée à des difficultés économiques tout à fait significatives pendant cette période. Il y a une réapparition de l'inflation, un décollage du chômage. Pendant la crise de 2018-2020, tous ces anciens travers sont revenus. Du coup, étant donné les difficultés politico-économiques qu'il y a, les investissements étrangers ont tendance à fuir. C'est une période plus dure. La lire plonge par rapport au dollar. Donc, une situation interne assez difficile et qui facilite disons, la fuite en avant du gouvernement turc. Je vous rappelle qu'à cette époque, il y a eu disons, des émeutes assez dures à Istanbul à propos du parc Gezi, des trucs comme ça. Le président Erdogan, enfin de Premier ministre, s'est fait élire président de la Turquie. Juillet 2016, tentative de coup d'État. Alors, quelle est l'origine de cette tentative de coup d'État? Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Mais je constate qu'il y a eu une tentative très forte et qui a entraîné la proclamation de l'état d'urgence avec la recherche, disons, d'une responsabilité du côté de l'armée turque, d'une certaine faction de l'armée turque, et de la secte Gülen, qui était une secte islamique, mais qui échappait, disons, au contrôle du pouvoir turc. Alors, nous devons face à la naissance d'un pouvoir autoritaire que je ne peux pas encore qualifier totalement de dictature, mais presque, quelque chose qui s'écarte très, très fortement des critères politiques de Copenhague. D'un autre côté, fin de la laïcité turque qui avait existé jusqu'à la fin du siècle précédent, je pense, moi, se transforme et on essaie d'établir un pouvoir peut-être pas islamique, mais d'islam sunnite assez fort. Par exemple, le plus bel exemple, c'était la transformation de Sainte-Sophie de mosquée, pardon, excusez-moi, de musée en mosquée. Mais parallèlement, il y a une victoire politique de l'opposition à Istanbul. Donc tout le monde ne suit pas Erdogan. On en est assez loin. Alors la Turquie se retrouve dans cette situation à l'heure actuelle avec des problèmes avec beaucoup de ses voisins. Le gouvernement Erdogan, qui est tout sauf une démocratie à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire, se lance dans une grande politique extérieure offensive, en essayant de réarmer l'industrie militaire. La Turquie a une certaine capacité d'industrie militaire. Elle essaie de se remettre dans tout ce processus. Pour montrer que la Turquie est un pouvoir relativement indépendant, bien que participant toujours à l'OTAN, elle achète des missiles russes, chose qui n'emballe pas trop les États-Unis, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, et dans toutes les zones de la région, on voit l'intervention de la Turquie. Alors, en Syrie, le gouvernement turc, avec une alliance relative avec la Russie, essaie de dégager une zone tampon face au mouvement kurde pour écarter les Kurdes de Syrie de la frontière turque. Le gouvernement turc envoie des milices se battre en Libye avec le gouvernement reconnu par l'ONU, mais en absence de liaison avec l'Union européenne, c'est le moins que l'on puisse dire. En Yougoslavie, ex-Yougoslavie, la Turquie finance, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Albanie juste à côté, des mouvements qui sont
disons, assez discutables dans leur orientation. En Méditerranée orientale, la Turquie a des difficultés avec la Grèce à cause du plateau continental, avec Chypre aussi. Mais il faut penser que quand même, il y a le poids des émigrés syriens qui pèse sur l'économie turque, que nous finançons, que l'Union européenne finance dans une très large mesure. Mais bon, c'est quand même quelque chose, il y a plus de 3 millions d'émigrés syriens sur le sol turc et dont le pouvoir turc se sert face à nous, quoi. En Asie centrale ou dans la Turquie doit faire face indirectement à la Chine, même s'il n'y a pas d'affrontement direct, mais il y a quand même une lutte, une nette d'influence assez nette. Nous avions pensé pouvoir nous servir de la Turquie dans cette zone. Je dis nous en tant qu'Union européenne. Je crois qu'il faudra réaliser un petit peu cet aspect. En Arménie, vous avez vu les résultats de la guerre du Karabakh, où la Turquie a poussé l'Azerbaïdjan à essayer de reconquérir les territoires qui avaient été pris par l'Arménie, et où il y a eu un deal récent entre la Russie, la Turquie, l'Azerbaïdjan et puis l'Arménie qui se l'est vu imposer, et dont l'Europe était complètement absente, malgré que la France soit, disons, partie prenante aux accords qui devaient gérer la région. Alors, les relations avec la Russie, bah, c'est toujours un peu la même chose, une espèce de rapport de force où il y a une alliance. Pour le moment, les relations ne sont pas trop mauvaises, mais il y a un problème de fond, quoi. Le plus bel exemple, c'est le canal du Bosphore. Récemment, d'un côté, les Russes auraient bien voulu arranger les clauses de la Convention de Montreux, mais de l'autre côté, Erdogan dit que s'il y a un canal que l'on fait de parallèle disons, au Bosphore, ça ne sera pas selon les règles de la Convention de Montreux. Donc, quelque chose disons, de potentiellement conflictuel. Alors, nous en sommes là. Alors, quelle perspective de relations pouvons-nous envisager pour l'avenir entre les relations Union européenne et la Turquie? Mais écoutez, je vous avoue, je suis un peu embarrassé. Bon, l'adhésion, honnêtement, j'y crois plus beaucoup maintenant, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un la désire maintenant. Autant une adhésion de la Turquie, grande puissance économique d'avenir, fondée sur un État laïque, musulman mais laïque, aurait pu être intéressant pour l'Europe, pour montrer au monde que nous étions capables d'intégrer dans nos systèmes un État musulman et laïque, avec peut-être quelques dispositions particulières sur la liberté de circulation et tout. Je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, si c'est pour intégrer un des leaders, comme prétend être le gouvernement Erdogan, un des leaders du monde sunnite, bon, la question se pose en termes tout à fait, très sensiblement différents, quoi. Alors, je crois que nous avons eu tort, je vous l'ai dit, au tournant du siècle, de ne pas insister plus sur les aspects intérieurs, sur la démocratie, bien entendu, sur l'état de droit, sur la laïcité, qui étaient des valeurs fondamentales de notre système et qui auraient pu être respectées pour la Turquie. Parce que je crois qu'en Turquie, il faut avoir conscience qu'il y a une minorité, une très forte minorité, qui est très proche des valeurs occidentales. Mais ce n'est jamais qu'une minorité. Je ne pense pas que ce soit la majorité de la population, mais dans les grandes villes de l'Ouest, comme Istanbul, comme Izmir, comme enfin toutes les villes de la façade, on se rend compte qu'il y a une jeunesse qui se rapproche très fortement de notre pays. Et il aurait fallu les aider, les pousser. Et on a laissé tomber cette option. Je crois que c'est un petit peu dommage. Ben, je vous rappelle que très bientôt, il va y avoir des élections en Turquie. Jusqu'à preuve du contraire, même si les élections sont quelquefois un petit peu douteuses, il y a eu quand même des élections en Turquie et dans les résultats, on a été obligé d'en tenir compte, nous, et puis le pouvoir en place en Turquie. Donc, nous ne sommes pas face
à un système qui sera éternel. Il y a la Turquie fondamentale et puis le pouvoir actuel. Je crois que nous aurions pu jouer à autre chose. Alors, il faut tenir compte d'un autre facteur que l'on a vu apparaître très fortement récemment, c'est-à-dire les relations, l'influence des États-Unis. Bon, lorsqu'il y avait le gouvernement Trump, c'était une logique quelquefois un peu difficilement cernable. Depuis que Biden est revenu au pouvoir, on se rend compte qu'il y a une inflexion très, très, très forte et il faudra que le pouvoir turc en tienne compte et nous aussi, occidentaux, avec tout ce que cela peut impliquer. Alors, d'un point de vue de l'Union européenne, qu'est-ce que représente la Turquie à l'heure actuelle, si on voit sous cet aspect? Je crois qu'il faut voir en devenir. Je vous dis, je ne crois plus tellement à une adhésion à terme rapproché de la Turquie, même s'il y a toujours des négociations. Mais on peut peut-être voir ça en devenir. Il y a des points qui sont importants. Il faut que l'on tienne compte de la capacité, disons, de la Turquie en matière migratoire. La Turquie accueille une population étrangère énorme que nous finançons sur nos impôts. Mais bon, il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire sur ce point. Il y a d'autres aspects de la coopération avec la Turquie. Je dis que nous étions en union douanière. On peut réviser cette union douanière. Il y a des chapitres que l'on peut développer, puisque la Turquie représente quand même un certain futur pour nous, pour nos industries, pour notre commerce, pour notre produit, quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il faut en tenir compte. Alors, l'Union européenne se trouve dans une certaine mesure, avec toutes les incertitudes qui existent en Turquie, un croisement de chemins, parce que l'Union européenne réduite à 27 États membres, c'est tout à fait dommage que le Royaume-Uni ait préféré partir, qu'est-ce que vous voulez, vous connaissez la situation aussi bien que moi, mais nous devrons faire face à un certain nombre d'États qui sont tout autour de nous et avec lesquels il faudra que nous trouvions des solutions pratiques pour l'avenir. Alors ces États, ils sont, disons, de trois sortes. Il y en a d'abord deux petits groupes dans les Balkans et dans le Caucase, à qui nous devons offrir des relations stables au Caucase, ou même au sens large, si on ajoute la Biélorussie et la Moldavie. Quel genre de relation nous pouvons entretenir avec eux? Une adhésion pleine et complète? Je ne suis pas sûr. Mais il faut prendre garde à ce que le Kosovo, ou l'Albanie, ou la Macédoine, par exemple, ou la Bosnie, ne basculent pas dans une instabilité complète. Donc, il faudra trouver une solution pour cet État. À côté de ces petits États, nous avons trois grands États maintenant qui sont proches de nous en Europe, avec qui nous devrons construire quelque chose dans l'avenir. Un, c'est l'Ukraine, avec les problèmes que vous connaissez à l'heure actuelle dans les relations de ce pays avec son grand voisin russe. Le deuxième, c'est la Turquie. Qu'est-ce qu'on va faire avec la Turquie? La Turquie a un poids supérieur à celui de l'Ukraine. Et le troisième, c'est le Royaume-Uni, c'est nos amis britanniques. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Anglais dans un avenir proche à la suite du Brexit? Alors, je pense qu'il faudra trouver une solution en relation avec ces États. Dernière question pour l'Union européenne et en liaison aussi avec qu'est-ce qu'on veut faire avec la Russie? Qu'est-ce qu'on veut faire avec les États-Unis? Qu'est-ce qu'on va faire avec la Chine? On a trois grands pôles actuellement dans le monde. Sur un plan économique, c'est clair, c'est la Chine, l'Union européenne et les États-Unis. Je ne sais pas dans quel ordre, mais disons que c'est tout à fait comparable. Sur un plan politico-militaire, il y en a deux, c'est la Chine et les États-Unis, puisque l'Europe est à peu près absente de ce domaine. Il faut peut-être réfléchir, faire attention. Et une relation avec la Russie. La Russie qui est, sur un plan économique, pas un État très performant. Le poids de la Russie est relativement faible. C'est moins que l'Italie, c'est un peu mieux que l'Espagne ou que les Pays-Bas, donc ça ne va pas chercher très loin, mais qui a une puissance militaire et nucléaire très forte,
avec à la tête un autocrate. On peut faire un parallèle avec la Turquie. D'un côté, on a la Turquie, une puissance émergente, de l'autre côté, la Russie, une relativement grande puissance, avec à la tête deux leaders qui sont des gens intelligents, mais que l'on maîtrise très difficilement, aussi bien l'un que l'autre, avec une difficulté pour nous. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire sur l'Union européenne face à nos alliés américains? L'émergence de la Chine qui va arriver, ça c'est très bien. Un de ces jours, il faudra faire, disons, traiter avec ces deux grands. Alors, nous en sommes là. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ces relations avec la Turquie, qui, je crois, sont assez complexes. S'il y a un mot qu'on devrait conserver de cette étude, c'est la complexité des relations que nous entretenons avec la Turquie et quel genre de relations nous voulons élaborer. Je veux dire, à un moment, on a envisagé l'adhésion pleine et entière. Cette option me paraît maintenant exclue pour différentes raisons. Mais savoir qu'on a un grand État juste à côté de nous et qui sera toujours là et qu'il faut qu'on fasse avec. Alors, comment essayer d'avoir les meilleures relations possibles, je pense, serait la meilleure des solutions. Bon, mais je vous remercie et maintenant, je suis ouvert à vos questions, si vous voulez. Claire? Oui, merci Monsieur Guyader pour cet exposé sur les relations entre l'Union européenne et la Turquie. Certains parmi vous ont des questions, alors c'est le moment de les poser. Comme vous voulez, soit on vous donne la parole, soit on les lit et on les pose à Monsieur Guyader. Alors, je me permets, Monsieur Chabot qui avait levé la main depuis un certain moment, peut-être on peut vous donner la parole, vu que vous avez la main levée. Et ensuite, voilà, donc je vous donne la parole. Si vous ne voulez pas parler, vous pouvez nous le dire. Je vous ai mis sur le devant de la scène. Non, je suis désolé, ma main était levée au tout début lorsqu'on a demandé si on entendait l'intervenant, donc j'ai répondu main levée. Très bien, il n'y a pas de souci. Donc on va donner la parole à la deuxième main levée qui s'était levée. Il me semble, dans l'ordre, je vais dire Madame Picciotta. Alors, oui, moi, ma question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Ah, d'accord. Ma question, c'était comment vous avez analysé la position de M. Erdogan lorsque les deux représentants de l'Europe sont venus et que systématiquement, il a fait exprès d'écarter… Bon, écoutez, là, je crois qu'il faut voir ça sur un plan psychologique. Excusez-moi, ça m'a fait un peu sourire, ce problème, parce que la culpabilité, elle est double. Hein. Elle est du côté de l'Union européenne et certainement du côté de la Turquie, mais des deux côtés. Du côté de l'Union européenne, il est inadmissible que l'on soit encore à des problèmes de cet ordre. Je pense que le président du Conseil aurait pu se débrouiller pour que la présidente de la Commission ne soit pas écartée. Je ne sais pas si c'est de l'esprit d'une autre époque, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose à résoudre là-dessus. De l'autre côté, le président turc est très fin, il connaît très bien les arcanes et les problèmes de Bruxelles et il a joué dessus avec un malin plaisir. Ça montre son état d'esprit qui est celui d'un joueur de poker et puis qui prend tous les côtés. Je crois qu'il ne faut pas y attacher plus d'importance que cela, mais ça montre quand même un état d'esprit général. C'est surtout ça. Quoi. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Madame Charlier de Chili. Hop. On est sur le… Vous activez le micro. Alors, voilà. Je voudrais savoir ce que M. Guyader pense du futur gazoduc qui doit marcher maintenant,
qui va rejoindre le Turkménistan, l'Afghanistan et l'Inde. Le Tami, je crois. Tapi ou Tami. Mais, Voilà. quel gazoduc pensez-vous? Pensez-vous aux gazoducs qui viennent vers l'Europe à travers le Caucase et la Turquie, ou aux gazoducs qui vont du Turkménistan vers l'Inde ou vers Je parle de celui qui va vers l'Inde, qui est très important. Oui, non, mais je ne dis Qui pas. est- Qu'en pense la Turquie, parce qu'il est vraiment, la Turquie est vraiment tenue à l'écart là-dedans. Ah oui, mais la Turquie n'a pas grand-chose à y voir. La Turquie n'a pas de gaz. Le gaz ne vient pas de Turquie, il vient du Turkménistan. Oui, mais Alors c'est sûr que la Turquie a une influence sur le Turkménistan, parce que c'est les Turkmènes. Mais vous savez, l'influence de la Turquie en Asie centrale est à relativiser, parce qu'elle est face. D'abord, la Russie n'a pas complètement dégagé, et par ailleurs, au pouvoir montant de la Chine. L'Union européenne, on a essayé à un moment de jouer la carte turque en Asie centrale. En gros, c'était des financements européens et on envoyait des experts turcs qui, on pensait, pourraient jouer notre jeu. Bon, je crois on a abandonné cette idée. Mais là, la Turquie, elle compte les points. Là. Elle fait un petit peu comme nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, quoi, de plus? Si les Turkmènes veulent vendre leur gaz à l'Inde ou à la Chine, so what, quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont présents au Turkménistan, c'est vrai, il y a des entreprises turques, il y a des entreprises françaises qui sont présentes aussi. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises turques. Il y a beaucoup d'entreprises turques. Mais Bouygues aussi. Voilà. Bouygues aussi au Turkménistan. Hein. Alors, point, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ça serait du gaz qui viendrait de Turquie ou à travers la Turquie, on peut, mais ça vient du Turkménistan pour aller plein Est. Oui, mais ils prennent ils font payer pour faire passer sur leur territoire. Et si maintenant le gaz ne passe plus sur leur territoire, ils vont pas être contents. Ah, mais attendez, je ne comprends pas. Mais pour aller en Inde, le gaz n'a pas besoin de passer par la Turquie. Ah oui, non, ça d'accord. Mais ils sont tenus à l'écart, ils ont été tenus à l'écart là. Oui, ça ne me surprend pas beaucoup, hein, je vous avoue franchement. Oui, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Merci bien, madame. Alors, merci pour cet échange. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Bonnier. Alors, je donne la parole. Voilà. Voilà, j'espère que vous m'entendez, Monsieur Guyader. Oui, tout à fait. Oui. J'ai une question par rapport à la communauté turque qui est très présente en Allemagne, puisque je crois que c'est la plus forte communauté de travailleurs. Tout à fait. Oui. Et je voulais savoir quelles étaient les positions de cette communauté turque en Allemagne par rapport à la politique d'Erdogan. Écoutez, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est un des paramètres les plus importants de notre démonstration. Bon, vous savez qu'en France, nous avons une très forte communauté nord-africaine ou sud-saharienne. Oui. En Grande-Bretagne, c'était surtout des West Indies ou des Indiens ou des Pakistanais. Oui. La Turquie a développé de très forts, comme il n'y avait pas eu d'empire colonial allemand, ou très peu, il y a longtemps, de très forts liens avec la Turquie qui a importé des travailleurs turcs et qui se sont implantés en Allemagne. Et ils ont même économiquement très puissants en Allemagne, puisqu'ils ont des élus au Parlement européen de nationalité allemande. Je crois que dans les vaccins sur le corona, il y a eu des Turcs qui ont été à l'origine de certaines découvertes. Elle a un poids très fort. C'est un fait. Il faut qu'on tienne compte. Il y en a un aussi en France, qui est un peu moins fort, mais qui n'est pas négligeable non plus. On doit savoir qu'il y a beaucoup de Turcs qui sont en Europe et qui doivent être partagés entre une allégeance à la Turquie, une allégeance à l'Allemagne, surtout que pour les Turcs qui sont en Allemagne, c'est une génération de moins que pour les Nord-Africains ou les subsahariens qui sont en France. Alors, c'est assez compliqué. Le droit allemand n'est pas le même que le droit français. Vous savez qu'en Allemagne, c'est le droit du sang qui prime. En France, c'est le droit du sol.
c'est un paramètre. Alors, le gouvernement Erdogan essaie de développer au maximum ses liens avec cette communauté expatriée. Il vient faire des campagnes électorales en Allemagne, tout, comme il essaie de faire un peu la même chose en France, à un degré moindre. Et ces communautés sont perméables à cette influence d'Erdogan. Et ça, c'est un problème pour nous, parce qu'apparemment, d'après les sondages qu'on a vus ou les résultats d'élections, l'AKP, le parti d'Erdogan, réalise des scores tout à fait remarquables en Allemagne par rapport à la Turquie intérieure, quoi. Oui. Là, il faut qu'on arrive à résoudre cette question qui est très loin d'être simple à résoudre. Et qu'est-ce qu'on pourra faire avec, un de ces jours, ces Turcs d'Allemagne seront de véritables Allemands, totalement des Allemands. C'est peut-être pas encore le cas pour la totalité. On a le même problème à un échelon un petit peu inférieur en France. Comment ça va se passer dans l'avenir? Et je crois que c'est un des éléments de notre problématique. Comment nous pourrons développer l'intégration de ces populations chez nous et éviter que ça puisse poser des problèmes graves à échéance relativement brève, quoi. Je ne peux pas vous en dire plus là pour le moment, mais c'est sûr qu'il y a une influence forte à travers ce biais, quoi. Ok, merci monsieur. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Il y a un état de fait. Oui, merci. Alors, on vous remercie, M. Bonnier. Je vois que dans le chat, il n'y a plus de main levée. Par contre, il y a des questions écrites. Alors, je vais sûrement les lire. Alors, on va passer peut-être à la première dans l'ordre chronologique. Donc, de M. Georges. Qu'est-ce qui vous a fait dire que la France était historiquement moins partisane que d'autres pays européens au développement de relations avec la Turquie? Non, je n'ai pas dit qu'elle était moins partisane, mais écoutez, vous savez qu'à Bruxelles sont effectués régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, ce qu'on appelle des baromètres, qui est des sondages dans tous les pays de l'Union européenne pour voir l'état de l'opinion publique sur différentes questions. Ça peut être sur la politique agricole commune, ça peut être sur la politique commerciale extérieure, ça peut être sur le Brexit, ça peut être sur n'importe quoi. Sur la Turquie, et sur la Turquie, on sonde régulièrement. Et le souvenir que j'ai de ces sondages, qui sont publiés régulièrement par l'Union européenne, c'est que parmi les États de l'Union européenne, bon, je ne vous cache pas qu'il y en a une majorité qui sont assez réticents à une candidature turque. Ça, de tout temps, on l'a eu. Mais ce n'est pas aussi net, et ça, c'est variable selon les États. Parmi les États qui sont le plus réticents, il y en a un qui est en pointe en permanence, c'est l'Autriche. L'Autriche, c'est clair. Les Autrichiens, ils ne veulent pas voir les Turcs. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les Hongrois, ce n'est pas le même résultat, bizarrement. Bon, mais la France n'est pas tellement loin de l'Autriche. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Alors, les autres pays, il y a toute une gradation, et jusqu'à des pays comme la Bulgarie, je sais, la Hongrie, la Suède, qui étaient favorables à une candidature, et le Royaume-Uni qui n'était pas tellement loin d'être favorable. À l'époque, le Royaume-Uni était dans l'Union européenne aussi. Bon, maintenant, ils n'y sont plus. Le problème est résolu de ce côté-là. Il y avait le Luxembourg qui était contre aussi. Bon, pourquoi le Luxembourg, je ne sais pas. Alors, donc, c'est ça, quoi, l'état d'esprit. Et moi, je l'ai vu. J'ai assisté à des eurobaromètres, ce qu'on appelle des eurobaromètres qualitatifs, où on essaie de prendre un échantillon de population, de leur poser une question, de leur donner des arguments et de voir comment ils évoluent en fonction de ces arguments sur une question donnée. Et on avait fait cet eurobaromètre qualitatif justement sur une candidature turque et au début, on voyait que l'opinion publique, notamment en France, était assez contre. Pourquoi contre la Turquie? Contre la Turquie parce que contre la Turquie. C'est tout. En gros, c'était ça à peu près. Et puis quand on leur mettait des arguments, on leur disait, mais voyez, les Turcs, ils sont laïcs. Bon, c'était à l'époque où il y avait la laïcité qui se posait. Ils sont laïcs, c'est une économie en devenir, importante. Est-ce que vous avez déjà passé des vacances en Turquie? Vous voyez que c'est un beau pays qui est accueillant. Et on se rendait compte, après le débat, je ne dis pas que les Français étaient venus farouchement pour une adhésion de la Turquie, mais qui voyaient cette question des termes différents et qui se disaient, après tout, pourquoi pas? Est-ce qu'on ne peut pas tenter l'affaire? Donc, je crois qu'il faut le modérer un petit peu.
mais grosso modo, la France n'était pas très favorable. Et alors, avec l'évolution que l'on a vu récemment du pouvoir turc, c'est sûr que ça ne va pas tellement dans le sens d'une adhésion de la France à cette candidature. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Là. Merci. Oui. Voici Monsieur Georges a des compléments ou peut-être développer sa question. Voilà, qui peut le faire dans le chat. Je vais passer une deuxième question dans le chat, pareil dans l'ordre chronologique, de Monsieur et Madame Massé, qui ont le sentiment que Erdogan a un sentiment, a quelques velléités en retour du président de M. Macron. Oui, mais excusez-moi, mais là, c'est un peu, je ne veux pas vous dire, un peu comme du domaine de l'anecdotique, ce que je vous disais tout à l'heure, avec Van der Leyen aussi. Et apparemment, il y a un problème entre Macron et Erdogan, le courant peut-être passe pas des masses entre les deux. Ils s'envoient des qualificatifs quelquefois qui sont pas très plaisants, qui devraient être absents, je pense, du langage diplomatique, à ce niveau, non, ça passe pas, apparemment. Alors peut-être que Macron, c'est le reflet d'une certaine opinion française, comme a vu Sarkozy aussi n'était pas très favorable. Par contre, Chirac était plutôt pour une candidature turque, je ne vous le cache pas. Donc, nous en sommes un petit peu là, et je crois qu'il ne faut pas attacher plus d'importance à ce phénomène qu'il doit en avoir. Super, donc je vous remercie encore. Pareil pour monsieur et madame Massé, si vous voulez échanger un peu plus, vous pouvez lever la main, etc. Sans problème, on vous donnera la parole. Une autre question qui est apparue dans le chat au niveau de Madame Leguet, il me semble, j'ai pas son nom, oui, Madame Leguet, qui demande qu'est-ce qui fera changer selon vous l'orientation qu'a pris Erdogan, des menaces ou des négociations au niveau politique et social, le droit des femmes par exemple. Écoutez, Erdogan, c'est un problème à lui tout seul. Bon, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il soit guère plus islamique que je puisse l'être, ou je ne sais pas. Je pense que c'est un opportuniste. C'est un opportuniste intelligent, attention, il ne faut pas mésestimer, disons, l'adversaire ou partenaire, envisagez-le comme vous voulez, c'est un type qui essaie de pousser son avantage au maximum. Pendant un certain temps, il a joué la carte de l'islam conservateur, entre guillemets, qui voulait s'intégrer dans l'Union européenne, parce qu'il pensait peut-être pouvoir y arriver, quoi. Et puis quand il a vu qu'on n'était pas très enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire, bah, il a été peut-être découragé, puis c'est l'opinion publique turque qui a peut-être été découragée. Ça, c'est beaucoup plus grave, quoi. Que les Turcs ils ont espéré rentrer dans l'Union pendant un certain temps, puis voyant que manifestement, on n'était pas un enthousiasme extraordinaire dans ce processus, ils ont baissé les bras. Et Erdogan, par la même occasion. Alors à ce moment-là, Erdogan s'est rattaché au leadership du monde sunnite. Il dit, voilà, j'ai une autre corde à mon arc. Il y a les sunnites, la Turquie est un pays en devenir, elle peut être le leader de tous ces musulmans du rien, ces musulmans où le pouvoir de l'Arabie saoudite n'était pas en expansion, le pouvoir de l'Égypte s'était effondré, et il restait peut-être la Turquie, même si c'était des Arabes, alors que les Turcs étaient des Turcs, quoi. Donc, ça a été la deuxième percée d'Erdogan, surtout qu'Erdogan, dans un premier temps, s'est opposé à l'armée qui s'appuyait sur les partis de centre-gauche laïques depuis Atatürk. Et comme nous, pendant le début des négociations, on craignait un peu cette armée de putschistes et tout, on a joué le jeu peut-être un petit peu de l'opposition, en fait, de l'opposition après du pouvoir d'Erdogan, on ne se rend pas compte où on mettait le doigt dans l'engrenage à ce moment-là. Et je ne veux pas dire qu'on a jeté Erdogan dans les bras d'un islamisme un peu militant, et maintenant on a un résultat qui est celui qu'on voit à l'heure actuelle, mais en sachant quand même qu'en Turquie, il y a d'autres courants de pensée très forts, quoi, qui ne sont pas du tout sur cette ligne, hein.
traditionnellement, il y avait l'armée, la magistrature, l'université, qui étaient très réticentes sur les Alévis et tout ça, qui était très réticent sur ces orientations. Et puis qu'à la suite du coup d'État d'il y a 3 ou 4 ans, qui ont dû constater les trucs. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont en prison et tout. Il y a eu des morts à la suite du coup d'État, des condamnations et tout. La Turquie est en voie d'affirmer un pouvoir autoritaire très fort. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les aspects internationaux de la problématique, montrer les oppositions de la Turquie face à tous les États de la région, si on peut dire, c'est important. Mais je crois qu'on devrait insister très fortement sur le respect des critères politiques au sens large, y compris l'aspect laïque. Intégrer, je vous dis, un État musulman et laïque, très bien. Intégrer un État musulman militant de l'islamisme, non, ça ne va pas. Très bien. Et Madame Leguet vous remercie d'ailleurs pour votre réponse apportée à la question. Je vais passer une question peut-être un peu plus légère, on va dire, ou peut-être pas, sur le sentiment du peuple turc par rapport à son président. Écoutez, là, actuellement, c'est assez difficile à voir. Tout ce que je peux vous dire, c'est à travers les sondages que l'on voit, qui sont crédibles jusqu'à un certain moment. Bon, pour le moment, l'AKP, le parti d'Erdogan, a la majorité des députés, la majorité des élections. Il a gagné plusieurs élections, les unes après les autres. Ils ont un poids très fort. Et ce poids est d'autant plus fort que vous êtes dans la partie est de la Turquie, vers Erzurum, vers le lac de Van, vers tout ça, vers les frontières de l'Est. Alors que les grandes villes de l'Ouest sont sur une ligne sensiblement différente. Donc, alors, sur le plan de l'opinion publique, regardez les manifestations qu'il y a quelquefois à Brousse, à Izmir, même Ankara, Istanbul, qui sont très importantes. Les élections d'Istanbul et d'Ankara ont été gagnées par l'opposition. Donc, si je puis dire, tout n'est pas perdu. Hein. Il y a des cartes à jouer avec des oppositions internes à la Turquie qui sont très fortes, hein, et qui étaient, si je puis dire, l'ancienne élite. Hein. L'élite est peut-être pas commerçante, et encore, je ne sais pas, à voir, mais intellectuelle, c'est certain, ou chez les jeunes, chez les étudiants, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui est encore en balance et dont on connaîtra le résultat, je pense, assez rapidement dans les années à venir. Et alors, à ce moment-là, c'est à nous de ne pas refaire peut-être l'erreur que l'on a commise il y a 15-20 ans en s'opposant de manière sans argument à la Turquie. Je vous dis, je ne dis pas qu'il faille intégrer la Turquie dans l'Union européenne, mais voir de manière positive le type de relation que l'on peut établir avec ce grand pays qui, j'insiste là-dessus, est en devenir économique, même politique, et qui est à nos portes et qui sera toujours point à la ligne, que ça ne plaise ou pas. Ça, je crois qu'il faut en tenir compte, quoi. Alors, est-ce qu'on veut les jeter dans les bras d'une opposition, je ne sais pas où, il faut faire attention à ça. Merci. Du coup, même, on va rester sur l'ouverture que vous venez d'apporter, sur ces échanges économiques, justement, sur cet avenir économique, ce potentiel qu'a la Turquie. Monsieur Georges se questionnait sur les flux actuels, industriels et économiques, envers les principaux pays de l'Union européenne. Si vous aviez des exemples sur ces échanges, ces flux. Les flux sont très importants avec l'Allemagne, c'est sûr que c'est le premier partenaire, mais l'Italie est très présente, la France n'est pas absente, même avec la Grèce aussi, malgré tous les problèmes, les contentieux qui peuvent exister avec la Grèce, il y a des flux qui sont pas négligeables. La Turquie est un grand partenaire et dans de nombreux secteurs, que je ne parle pas de l'industrie automobile où on a beaucoup de sous-traitants qui sont en Turquie, vous aviez les postes de télé. Tant qu'il y avait des tubes cathodiques, ils étaient presque tous faits en
en Turquie, maintenant je pense que c'est un peu la même chose. Il y a une industrie électronique turque qui est forte. Ils sont en train de monter une industrie de drones qui est non négligeable, comme on le voit, la présence des drones pendant la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas mésestimer les Turcs. Il y a un potentiel et un devenir qui est fort. Je ne parle pas du plan agricole aussi et tout plus traditionnel, mais il y a une économie qui sera de plus en plus. Il y a 80 ou 82 millions de Turcs actuellement, c'est-à-dire autant que d'Allemands. Je crois qu'il faut que nous en tenions compte. Et il y a un potentiel énorme pour l'avenir. Ce sont des jeunes qui travaillent, qui ont envie de s'intégrer, et ben, il faut le savoir. C'est tout. Je crois que ça, c'est quelque chose, c'est une variable très, très importante. Hein. Très bien. On va passer à la question, voire les questions de Monsieur Simon. Voilà, je sais qu'il a posé 2-3 questions dans le chat et je vais revenir sur la dernière qui me paraît intéressante. Les autres aussi, évidemment, qui méritent une bonne réflexion sur l'intérêt de poursuivre les aides à la Turquie alors qu'au sein même de l'Union européenne, certains États sont à la traîne. Et il revient du coup sur cet aspect économique qu'on développe et amène cet élément que si la Turquie a un certain niveau économique actuellement, c'est grâce à l'alimentation de l'Union européenne. Non, je crois que ça, c'est que très partiellement vrai, hein, votre remarque. C'est un élément de la réponse, mais c'est loin d'être le seul. Bon, il faut voir que, comme je vous l'ai dit, nous sommes en union douanière avec la Turquie. Et la contrepartie de l'union douanière, la Turquie ouvrait son marché à l'Union européenne depuis 1995 dans tous les domaines, sauf l'agriculture, les textiles, et puis il y avait encore un autre domaine qui était à l'extérieur, oui, charbon, acier, je crois. Mais tout le reste, il y avait une union douanière, c'était une intégration totale de l'économie turque dans l'économie de l'Union européenne. Et c'était l'Union européenne qui négociait au nom de l'Union européenne et de la Turquie dans les instances internationales, par exemple à l'Organisation mondiale du commerce, chose que les Turcs nous reprochaient un peu. Ils nous disaient, vous discutez pour nous et vous ne tenez pas compte de notre opinion. Donc c'était quand même quelque chose de très important. Alors, la contrepartie de cette union douanière, c'était des transferts financiers pour un pays qui est moins développé que nous et qui était normal. Je vous rappelle que ces transferts financiers, pendant longtemps, les prêts BEI sont passés sans trop de problèmes, mais les dons qui devaient avoir le filtre du Parlement européen étaient retoqués parce qu'on disait que la Turquie n'était pas un modèle de démocratie. Ce qui était vrai d'ailleurs, hein. Mais c'est un argument. Et ça nous a permis pendant assez longtemps de ne pas mettre de flux financiers. Alors ça, c'était le substrat, la base. Puis est venue la crise syrienne et les migrations syriennes avec le phénomène que vous connaissez. Et là-dessus, on a accordé une enveloppe de 6 milliards d'euros à la Turquie pour maintenir les Syriens le long de vers Gaziantep et tout ça, le long de la frontière syrienne, pour éviter qu'ils viennent chez nous. Alors, il y a eu des bavures. C'est sûr que les camps turcs à la frontière syrienne ne sont pas des modèles. Hein. C'est très loin de ça. Que la Turquie se sert de ce phénomène dans ses relations avec la Grèce, avec nous, comme moyen de pression. J'en ai tout à fait conscience. Mais il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde. Il y a le Liban à son échelle aussi qui accueille autant de migrants. Si on avait le même nombre de migrants chez nous, je ne sais pas qu'on dirait. Alors là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? On paye pour le moment et on payera peut-être encore un peu plus, quoi. Si la Turquie joue sur cette pression et nous laisse passer 3 millions, je ne sais pas combien de Syriens ou de gens qui viennent de n'importe où, qu'est-ce que l'on va dire, quoi? Donc là, il y a un élément du deal qui est très important. C'est un rapport de force entre eux et nous. Pour le moment, ils sont, j'allais dire, relativement accommodants, mais nous, on a le carnet de chèques jusqu'à quel point ça peut passer. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on a beaucoup de marge de manœuvre en la matière. Donc, je crois que ce qu'il faut voir, l'avenir de nos relations avec la Turquie, prendre en compte tous ces paramètres. Paramètres des migrations extérieures vers nous, puis de l'union douanière, aussi du passage des Turcs chez nous, des visas turcs,
à qui on accorde des visas, est-ce qu'on accepte des migrants turcs, etc. Bon, c'est une négociation globale très, très importante, qui est multifactorielle et qui ne sera pas facile à conduire. Mais ça, c'est devant nous. Il faut voir ce qu'on a. Alors, avec quel pouvoir? Est-ce qu'on s'accommodera d'un pouvoir Erdogan ou Erdogan bis ou renforcé, ou de négociations avec l'opposition? Mais il ne faut pas penser que l'opposition aussi, ça ira tout automatiquement dans notre sens, quoi. C'est une équation très complexe. Très bien. Du coup, je vais peut-être rebondir en même temps sur un des éléments que vous avez apporté aussi. Durant votre conférence, vous avez abordé les satellites des anciennes républiques soviétiques qui sont turcophones. Oui. Et M. Juillot se questionnait sur quelles sont les vues de la Turquie vis-à-vis de ces satellites. Bah, écoutez, fondamentalement, je pense que les Turcs voudraient bien développer leur influence en Asie centrale. Mais est-ce qu'ils en ont le pouvoir? C'est tout, quoi. Hein. Et parce que c'est au moins une équation, je peux dire, avec trois participants. Bon, dans le pays en question, mais la Turquie, la Russie et puis la Chine. Bon, vous voyez, les Turcs ne chatouillent pas beaucoup les Chinois sur la question ouïghour, qui sont pourtant des turcophones. Les Russes pensent toujours avoir une influence en Asie centrale. Bon, pour le moment, nous en sommes là. Je pense que les Turcs voudraient aller beaucoup plus loin, mais est-ce que la Turquie a des capacités suffisantes face à la Russie, face à la Chine? J'ai quelques doutes en la matière. Hein. Bon, ils peuvent intervenir dans le Caucase avec l'Azerbaïdjan face à l'Arménie, mais après, le Turkménistan ou à fortiori un peu plus loin, c'est plus compliqué, quoi, pour eux. C'est les limites du pouvoir turc, c'est sûr. Et on le voit là, actuellement, quand Biden élève le ton, Erdogan a une marge de manœuvre plus limitée, quoi. Très bien, merci. Je vois qu'il y a une main levée dans le chat. On va peut-être passer à une question orale pour alterner. Je vais donner la parole à Monsieur Danels. Attends. Il est sur le devant. Alors, si vous pouviez réactiver votre micro, si vous voulez poser votre question. Alors, bon, le temps que M. Danels connecte son micro ou règle son souci de son, je vais peut-être passer du coup à repartir sur les questions du chat et sur une question qui vient d'un utilisateur nommé l'Union européenne, un acteur mondial, qui demande si peut-on penser que la Turquie est ou soit géographiquement ou historiquement et culturellement européenne. En ce qui concerne, il apporte une précision, en ce qui concerne l'Autriche, le président Erdogan a eu des paroles très dures et méprisantes à l'égard du chancelier autrichien, ce qui ne va pas faciliter les relations Turquie-Union européenne, ou même les éléments que vous avez apportés juste avant aussi sur le Sofagate, comme il est appelé. Oui. Bon, ben, c'est une question très complexe et très ancienne aussi. Est-ce que la Turquie est européenne? Est-ce que la Turquie n'est pas européenne? Bon, ça remonte, comme vous le savez, à François Ier. On a développé des relations avec l'Empire turc parce qu'on pouvait prendre l'Empire austro-hongrois à revers. Et ça, les Français, on ne s'est pas gênés pour le faire. Au XIXe siècle, on parlait à la fin du XIXe de la Turquie, l'homme malade de l'Europe. Bon, l'homme malade, oui, à cette époque, c'était certain, mais de l'Europe. C'est donc qu'on les considérait quand même comme un peu européens. Est-ce qu'ils le sont, est-ce qu'ils ne le sont pas? Moi, j'ai vu des questions au Parlement européen où on demandait si on pouvait faire adhérer uniquement la partie européenne de la Turquie, quoi. Ce qui est un non-sens. Ça me paraissait ahurissant de voir ce genre de questions. Est-ce que vous allez dire, on vous prend la moitié ouest de votre pays et puis pas la moitié est? Ça n'avait aucun sens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Mais bon, la Turquie est à la limite, c'est vrai. Ce n'est pas exactement la même civilisation, mais il y a une influence européenne très forte, je veux dire, influence allemande, influence française très, très, très forte. On ne peut pas dire le contraire.
De notre côté, la Turquie pèse sur nos choix. Elle a été présente dans les Balkans pendant je ne sais pas combien de temps. C'est entre les deux, c'est limite. Et on doit tenir compte de la Turquie comme partenaire dedans ou dehors. Ça, et là, la question que l'on traîne depuis toujours et que l'on n'arrive pas à résoudre au fond, parce que je ne sais pas s'il y a même une solution satisfaisante. Et savoir qu'ils sont là juste à côté et qui pèsent sur nos décisions et qui pèseront de plus en plus parce qu'ils ont une population jeune et dynamique, alors que nous, on est vieux et vieillis et peut-être de moins en moins dynamique, ça c'est sûr. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir la Turquie avec nous dans le monde où face aux Chinois et même aux Américains, il faudra qu'on pèse d'un certain poids? La question est ouverte. Hein, il faudrait qu'on trouve une réponse satisfaisante. Bien sûr. D'ailleurs, sur cet élément américain et sur une des questions qui avait été posée avant sur le changement de présidence américain et l'arrivée de M. Biden, et ça fait écho aussi à la question de M. Georges qui demande s'il existe des sondages sur la population turque concernant l'histoire du génocide arménien, et donc je faisais référence à cette récente reconnaissance des États-Unis sur ces événements. Sur la question arménienne, bon, vous savez que j'ai hésité à prononcer le mot génocide parce que je ne veux pas faire un discours politique, je ne veux pas me prononcer ni pour ni contre. Honnêtement, j'y étais pas, je connais l'histoire, je sais ce qui s'est passé, je connais les faits. La France a reconnu le génocide arménien, les États-Unis l'avaient déjà reconnu au niveau du Congrès, et là le président a abondé dans ce sens. C'est sûr qu'il y a eu un massacre des populations arméniennes en 1915, avec pour le moins le feu vert d'une bonne partie du gouvernement jeune turc de l'époque. En un état, il serait souhaitable que la Turquie reconnaisse cette année, mais apparemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'en Turquie, c'est pas uniquement le pouvoir Erdogan qui s'oppose à cette reconnaissance. Même dans l'opposition, il y a des courants assez forts qui nient cet aspect, parce que c'est constitutif de l'entité turque. Vous voyez l'Asie mineure, ben, il y a deux variables très importantes qui sont en Asie mineure, c'est les Kurdes d'un côté et les Arméniens de l'autre. Et c'est le même terrain que pour les Turcs. C'est l'histoire du traité de Sèvres, du traité de Lausanne, quoi. On retrouve la même chose. Alors, on en est là, quoi. Est-ce que ça peut évoluer dans un avenir proche? Je ne sais pas, je le souhaite parce qu'il faudra trouver une solution à ce problème, une solution qui soit acceptable par les uns et puis bon, qui est vitale pour les autres. Mais c'est un des problèmes de l'histoire qui sont très importants pour nous. Et puis, ben, on en est là et je ne peux pas vous donner une réponse totalement satisfaisante. Je ne sais pas ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Mais quand vous êtes en Turquie, c'est compliqué. Bon, ben, il y a eu, vous voyez, par exemple, l'assassinat du journaliste d'origine arménienne en 2000. C'était en 2005, bon, qui a été un mouvement très fort. C'était un journaliste de nationalité turque, mais d'origine arménienne, qui essayait d'intégrer l'idée du génocide dans la politique turque avec le soutien de certains Turcs. Et puis, bon, ben, il a été assassiné, quoi. C'est pour que, disons, c'est quelque chose qui est quand même un concept qui est dur là-bas. Alors, comment ça pourra évoluer, je ne sais pas. Je ne sais pas si la Turquie est capable rapidement d'apporter une solution positive à cette question extrêmement triste, quoi. Et je vais même donner la parole à monsieur Georges qui voilà, a levé la main, donc peut-être qu'il va faire écho, poursuivre sa question, développer ou échanger avec vous.
Je vous donne l'autorisation. Je vous mets en avant. Voilà. Si vous voulez ractiver votre micro pour échanger. Alors, on a le même problème qu'avec M. Damier, je pense. Et une question d'un spectateur anonyme qui fait peut-être écho aussi à cette question, qui demande si, sur cette opinion publique, sur cet événement, mais peut-être d'un œil plus général, qui demande est-ce que l'opinion publique est sondée véritablement sondée ou est sondée? Écoutez, sur cette question, honnêtement, je ne sais pas, c'est d'une manière très précise. On pose cette question en Turquie. Mais moi, chaque fois que j'en ai parlé avec des Turcs, j'ai vu l'embarras des Turcs quoi, sur cette affaire et qui n'a pas été résolue et que la Turquie traîne depuis 1915. Quoi, hein, et on en est là. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une telle histoire qui a été faite en Turquie, comme quoi la Turquie s'en était sortie après avec le traité de Lausanne. C'est comme nous, nos ancêtres, les Gaulois. Point. C'est fondamental dans l'histoire turque. Bon, il y a l'unicité de la Turquie sur l'Anatolie et la question de reconnaître le génocide arménien ou de reconnaître la question kurde. La question kurde, côté anglais et français, après ça, Picot, on avait l'intention de créer un État kurde. Hein. De facto, en Irak, là, depuis un certain temps, il y a eu une autonomie très forte des Kurdes. Et dès qu'il a été question de faire la même chose à la frontière syrienne, les Turcs s'y sont opposés. Quoi. Si vous allez à Diyarbakir, vous voyez le problème face aux Kurdes. Et les Kurdes ne sont pas totalement nets aussi. Parce que quand il y a eu le génocide, les Kurdes ont servi de troupes aux Turcs contre les Arméniens. Quoi. Je vois, si je peux me permettre, que M. Georges a réussi à activer son micro pendant un instant. Peut-être qu'il veut échanger, faire écho à sa question. Mais non, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai une réponse puisque j'ai posé par écrit. Je voulais savoir si on avait une idée de l'opinion publique vis-à-vis de ce problème de communauté. Pardon, je n'ai pas compris. Il parlait de Monsieur Georges parlait de l'opinion publique, voilà, de cet élément qu'on vient d'aborder, que ça avait été répondu par la question précédente qui a été posée par un autre utilisateur. Ouais. Voilà. Bon, on vous remercie, Monsieur Georges, pour votre question. Une question de Monsieur Bonnier, qui demande quelle est la position de Erdogan par rapport à son voisin irakien et les problèmes d'irrigation avec les barrages du Tigre et de l'Euphrate. Écoutez, les deux questions sont très intéressantes. Hein. Bon, vis-à-vis de l'Irak et même de la minorité kurde d'Irak, la Turquie négociait avec eux comme presque avec un État indépendant. Ils n'étaient pas indépendants, ils étaient autonomes. Depuis le référendum qui a eu lieu dans cette zone, le degré d'autonomie de la zone kurde d'Irak a peut-être diminué, mais il représente une entité, un quasi-État. Et apparemment, les Turcs négocient avec eux. Il faut voir aussi les divisions des Kurdes, parce que l'affaire kurde aussi n'est pas claire. On ne peut pas dire les Kurdes, il y a différentes sortes de Kurdes. Donc, avec l'Irak, on en est là. Pour ce qui est des barrages du PAM et des relations aussi bien avec la Syrie qu'avec l'Irak, plus la Turquie fait de barrages qui sont nécessaires à l'irrigation de l'Anatolie, et c'est tout à fait, on le voit, pour irriguer les champs là-bas en Anatolie, et ça fait autant d'eau en moins sur le Tigre et sur l'Euphrate qui vont en Syrie et en Irak, et ça posera un problème à terme. C'est comme le Jourdain entre la Jordanie et Israël, ou le Nil entre l'Afrique noire et l'Égypte. Vous avez le même problème de partage de l'eau, et là, il y a une question qui est loin d'être résolue, c'est sûr. Alors, merci
merci pour votre réponse. Je vais peut-être passer la main à Claire. Voilà, je sais qu'il y a d'autres questions dans le chat, mais c'est vrai qu'on va commencer à arriver sur la fin du webinaire. Donc, Claire, je te redonne la main. Merci. Merci. Merci, Monsieur Guyader, pour ce passionnant exposé sur les relations UE-Turquie. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Je voudrais juste vous informer que la semaine prochaine, nous organisons pour la première fois un colloque sur l'Europe avec plusieurs interventions passionnantes, notamment sur la citoyenneté européenne, qu'est-ce qui fait le creuset de notre citoyenneté, qu'est-ce qui est le creuset de notre citoyenneté européenne, une conférence, des ateliers sur l'initiative citoyenne européenne, une autre conférence sur l'état de droit en Europe, qui promet d'être passionnante, avec Stéphane Arnaud, qui est avocat et expert Team Europe, et enfin un atelier sur la mobilité européenne, et enfin une conférence sur le pacte vert européen avec le chef de la représentation de la Commission européenne en France de Marseille, M. Alain Dumort. Donc, si vous êtes intéressé par cette série de conférences ou de colloques, vous pouvez nous envoyer un petit mail alors on va vous l'écrire dans le chat. Je vous l'écris à europedirect@cbe-sudluberon.com et nous pourrons vous envoyer le programme détaillé ainsi que les différents liens pour participer aux conférences et ateliers. Je vous l'écris. Hop. Voilà. Donc, merci, un grand merci encore une fois. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un agréable début de soirée. Et voilà, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles conférences. Merci beaucoup. Oui, merci Claire et merci à tous les participants de ma part. Merci beaucoup. Oui, merci pour tous les participants. Et comme j'ai répondu aux questions qui n'ont pas été répondues dans le chat, voilà, je vous invite à nous envoyer un mail également à cette adresse mail et nous pourrons les transférer à M. Guyader pour qu'il vous apporte une réponse écrite si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie également pour votre participation à toutes vos questions et aux échanges qui ont suivi. Et pareillement, je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.